Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous voyez bien les slides. Parfait. Bienvenue dans ce webinaire sur l'économie circulaire dans les communes. Euh, donc, moi, je suis Benoît Reuscher. Je suis chercheur doctorant au Smart City Institute à l'Université de Liège. Je travaille avec professeur Nathalie Crutzen et aussi en collaboration avec professeur Tom Kuppens à l'Université Basselt. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes recherches sur l'adoption de l'économie circulaire au niveau local avec les résultats d'une étude euh, menée sur les communes en Belgique. Et après, nous avons le plaisir d'avoir une présentation de Monsieur Delahaye de la ville de Roubaix, qui est chef de projet d'économie circulaire et projet européen. Donc, bienvenue et je propose que je vais commencer avec ma présentation. Donc, ce webinaire, c'est lié au rapport que nous avons publié aujourd'hui. Vous trouverez le rapport dans le chat ici, mais aussi sur notre site web en français et en anglais avec tous les résultats de l'enquête. Et c'est pas par hasard que c'est publié aujourd'hui, bien sûr. Nous avons eu les élections locaux ce week-end, et donc c'est maintenant que tous les gouvernements locaux vont développer leurs plans pour les 6 ans à venir. Donc ça donne un peu aussi l'opportunité de travailler un peu plus sur l'économie circulaire. Donc si vous cherchez d'inspiration, vous êtes très bienvenue à consulter les publications. Et ici, je vais présenter un peu les résultats qui sont aussi discutés dans le rapport. Donc, d'abord, je vais expliquer le contexte belge, la méthodologie adoptée, mais bien sûr les résultats et les conclusions avant de voir les initiatives à Roubaix. Donc, peut-être vous connaissez pas tout le monde le contexte pour l'économie circulaire en Belgique. Donc, si on regarde au niveau européen, l'économie circulaire est vraiment une priorité pour la transition vers être le premier continent climatiquement neutre. Donc, c'est une priorité là-bas. Il y a aussi le Circular Cities and Regions Initiative qui montre vraiment que les villes sont très importantes et les communes pour cette transition d'économie circulaire. En Belgique, aussi au niveau fédéral, il y avait une stratégie pour l'économie circulaire, mais peut-être encore plus important, ce sont les 3 régions. Donc, à Bruxelles, c'est déjà longtemps une priorité, l'économie circulaire, avec par exemple Be Circular. Après, il y a aussi l'engagement de la Flandre, avec la vision vers 2050 pour devenir circulaire, aussi avec Circular Flanders. Et après, il y a la Wallonie, avec une stratégie très détaillée pour Circular Wallonia, qui est aussi une organisation très active dans ce domaine. Et aussi, cette semaine, c'est le début de la quinzaine d'économie circulaire. Donc, il y a beaucoup d'activités pour attirer un peu plus d'intérêt sur l'économie circulaire dans la région. Après, il y a bien sûr aussi les provinces qui sont des fois actives sur l'économie circulaire. Donc, vous voyez que aux différents niveaux, les communes sont constatées à des ambitions pour l'économie circulaire. Et donc, la question était de voir si ça se traduisait aussi au niveau local. Comme vous savez, il y a aussi maintenant un nouveau gouvernement wallon et flamand. Donc, j'ai aussi regardé dans le déclaration de politique pour voir si l'économie circulaire reste une priorité. Pour la Wallonie, vous voyez qu'ils disent que le gouvernement développera les initiatives d'économie circulaire. Le gouvernement déploiera la stratégie d'économie circulaire en vue d'une circularité maximale en 2050. Et aussi en Flandre, c'est un peu la même histoire pour la bien-être, pour diminuer l'empreinte carbone, ça reste une priorité. Donc pour l'enquête, c'était une enquête en ligne qui était distribuée parmi tous les gouvernements locaux en Belgique, donc 581. Et nous avons reçu 309 réponses utiles des différentes communes. Donc en total, c'est un taux de réponse de 54%. Et dans l'analyse de la représentativité, nous avons vu que c'est assez représentatif en termes de différentes régions, des différentes provinces, aussi de la taille. Juste important à mentionner qu'il y avait une légère surreprésentation des communes plus peuplées. Donc, il y a les plus grandes villes qui sont un peu plus fréquentes dans cet échantillon.
Pour les résultats, donc d'abord, c'était juste pour voir si l'économie circulaire était déjà adoptée dans leur agenda. Et ici, nous avons vu que 59% des réponses ont dit oui, on travaille déjà sur l'économie circulaire. 59%, c'est beaucoup. Peut-être pour la Belgique, ça sera un peu moins. Donc, si on voit que au moins 182 gouvernements locaux travaillent déjà sur l'économie circulaire, qui a une trentaine de pourcents des communes en Belgique. Et les différences entre les régions, à Bruxelles, c'est assez fréquent déjà parce qu'ils sont il y a longtemps actifs dans ce domaine. Et pour la Wallonie, pour la Flandre, c'est très similaire. Il y a aussi une corrélation positive avec la taille. Donc, euh, les plus grandes villes sont plus souvent, bien sûr, actives dans l'économie circulaire déjà. Bien sûr, on peut discuter qu'est-ce que ça signifie d'avoir adopté l'économie circulaire. Donc, nous avons aussi demandé de spécifier comment c'est formalisé. Donc, voici les résultats pour la formalisation. Donc, c'était surtout avec un projet. Donc, c'était un ou plusieurs projets qui étaient réalisés en cours ou prévus sur l'économie circulaire et aussi souvent avec un objectif dans leur plan climat ou leur plan stratégique transversal. Donc, ça, c'était le plus fréquent. Après, dans un moindre ampleur aussi, dans le personnel qui est responsable pour l'économie circulaire, ou d'avoir un budget assigné, ou d'avoir vraiment une stratégie écrite, qui n'était pas beaucoup le cas déjà. C'était un choix, c'était une question à choix multiple, donc c'était possible de sélectionner plusieurs options. Donc, si on voit le numéro d'options sélectionnées, ça donne un peu une impression sur la maturité. Donc ici, vous voyez que la maturité reste assez faible, donc 70, 71% en moins de deux ou moins d'options, donc ça reste vraiment dans un stade initial. Il y avait seulement 2% qui ont sélectionné toutes les différentes options en Belgique. Si on regarde un peu les différences entre les régions, c'est à nouveau un peu plus mature à Bruxelles et aussi un peu plus mature dans les communes plus urbaines, qui est bien, euh, qui est normal, bien sûr. Il y a aussi une petite différence entre Flandre et Bruxelles où c'était plus souvent dans leur plan climat et en Wallonie, c'était plus souvent dans leur plan stratégique transversal. Je voulais aussi mentionner le Circular Cities Declaration pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative. C'est une initiative européenne qui essaie de rassembler un peu toutes les communes qui sont euh, engagées à implémenter l'économie circulaire. C'est un réseau de collaboration entre les communes. Et vous voyez qu'en Belgique, il y a déjà 8 communes, 8 gouvernements locaux qui ont signé cette déclaration, dont Liège est la première ville en Wallonie. Après, nous avons demandé les obstacles pour adopter l'économie circulaire. Donc, nous avons demandé de faire un score d'importance pour les différents aspects. Et ici, vous voyez que le financement était le plus important, l'obstacle le plus important. Donc, il y avait un manque de financement, mais aussi d'autres ressources comme la connaissance pour le sujet. C'est un sujet qui est assez nouveau, donc c'est pas toujours facile de savoir comment ça fonctionne. Dans un moyen d'ampleur aussi, la réglementation, fiscalité appropriée ou le soutien politique. Mais c'est vrai que tous les quatre étaient assez importants comme obstacle, donc c'est pas qu'il y a que un manque de financement. Tous les quatre sont encore d'obstacles importants. Après, pour la motivation, pour voir pourquoi est-ce qu'il adopte l'économie circulaire, nous avons vu que c'est surtout pour les réseaux, pour les raisons environnementaux, donc spécifiquement la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, hein, mais aussi d'autres problèmes environnementaux comme la pollution, par exemple, la perte de biodiversité, mais aussi améliorer la situation sociale. Donc, c'est pas seulement pour l'aspect environnemental, aussi social, c'est très important. Euh, et aussi, bien sûr, pour améliorer l'image, la réputation de la commune, ça peut aider aussi. Tout en bas, vous voyez que les pressions, soit des gouvernements, soit des citoyens,
est pas si important comme motivation. Donc, ça montre que c'est vraiment une motivation positive pour adopter l'économie circulaire comme solution pour des problèmes et pas justement parce qu'il faut. Il y a beaucoup de différents éléments qui sont liés à l'économie circulaire. Donc ici, nous allons demander quels éléments étaient pour, au niveau local le plus important. Bien sûr, c'était d'abord la production locale, euh, qui est important pour les gouvernements locaux, bien sûr, mais aussi la réutilisation et fermeture des cycles de matériaux, conservation des produits, désolé, et les ressources renouvelables. Pour donner aussi un peu d'exemples, il y a par exemple le travail du ressourcerie du pays de Liège qui travaille beaucoup sur la réutilisation des objets, des matériaux, aussi la réparation est un aspect très important de l'économie circulaire. Vous connaissez peut-être les initiatives de Repair Café. Il y avait aussi le Repair Café mobile au Wallonie, donc les initiatives comme ça peuvent être des exemples. Après, c'est possible d'appliquer l'économie circulaire dans beaucoup de différentes chaînes de valeur. Donc ici, c'était la question, quelles chaînes de valeur sont les plus importantes? Et d'abord, c'était la nourriture, l'eau et les nutriments. Donc par exemple, la réutilisation de l'eau, mais aussi le circuit court sont des sujets qui sont souvent très importants au niveau local. Mais aussi la construction circulaire, par exemple, c'est un sujet très important aussi, vu que l'impact du secteur. Après, il y a les emballages, les plastiques, donc ça, c'est plutôt le problème des déchets, par exemple, qui est aussi très important. Des exemples, donc si vous avez encore un peu de temps dans les prochains jours, le vendredi, vous pouvez visiter l'Institut botanique de l'Université de Liège, où ils vont expliquer les principes d'économie circulaire qui sont appliqués dans la construction de la bâtiment. Donc, par exemple, le bois qui est utilisé n'est pas nouveau. Un autre exemple, c'est ce week-end, il y a le festival de Namur demain, où il y avait aussi un marché de circuits courts, par exemple. Donc, si vous avez encore un peu de temps, ça peut être intéressant. Après, nous avons demandé qui sont les acteurs les plus importants pour implémenter l'économie circulaire. Et si vous voyez que tous les quatre groupes étaient en fait très importants, donc ils avaient le même taux d'importance. Donc, c'est clair que pour les gouvernements locaux, ça soit en collaboration avec les entreprises, avec les institutions de la connaissance, avec d'autres gouvernements aussi, mais aussi avec les citoyens et d'autres organisations locaux. En Wallonie, Circular Wallonia a lancé une outil pour voir un peu l'écosystème en Wallonie. Donc, il y avait 282 partenaires que tu peux trouver sur l'outil. Il y avait aussi les événements, les projets en Wallonie qui sont tous rassemblés dans ce site web. Donc, c'est toujours bien de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Après, il y a les instruments qu'un gouvernement local peut utiliser pour l'économie circulaire. Et le plus important était de montrer l'exemple. Bien sûr, si vous voulez que les entreprises, par exemple, deviennent plus circulaires, c'est important de d'abord montrer l'exemple pour avoir de la crédibilité. Montrer l'exemple, ça peut être avec des bâtiments, le patrimoine de la commune, par exemple, peut être utilisé plus circulaire ou rénové dans une façon circulaire, mais aussi des achats, euh, donc les marchés publics, d'utiliser le principe d'économie circulaire, de donner des financements pour des projets d'économie circulaire, d'informer les gens parce qu'il y a un manque de connaissances, encore aussi la sensibilisation, par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut être fait dans les écoles, par exemple. Euh, D'autres exemples sont à Bruxelles, par exemple, il y avait une façon de financer des innovations circulaires dans la région. À Nivelles, il y avait un trophée pour l'entreprise le plus circulaire. Et à droite, il y a un guide pour comment utiliser l'économie circulaire dans le patrimoine de la commune.
Pour finir, nous avons aussi constaté qu'il y avait aussi un groupe des répondantes qui avait aussi donné un taux plus important pour les aspects de électronique TIC, les batteries, les véhicules, mais aussi la servitisation et la virtualisation. Donc, ce sont tous des sujets qui sont liés aux transitions digitales, des transitions smart. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le twin transition. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de combiner l'économie circulaire avec la transition digitale. C'est quelque chose que nous avons vu plus souvent dans les communes urbaines et flamandes. Donc voilà, ce sont un peu très vite les résultats de cette enquête. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez trouver ça dans le rapport. Donc, quelles sont les conclusions? D'abord, nous avons une meilleure compréhension de la situation actuelle en Belgique. Les gouvernements locaux sont encore dans une stade initiale, mais c'est clair que c'est important de travailler ensemble pour d'abord surmonter les obstacles, mais aussi soutenir leurs priorités, mais en même temps éviter d'ignorer des aspects importants parce que peut-être nous ne sommes pas encore conscients de les différentes opportunités dans les différentes chaînes de valeur, par exemple. Et en plus, cette enquête peut être utilisée dans la future pour évaluer le progrès. Donc voilà, ça c'était de mon côté un peu une présentation de ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Dalai entre nous qui va présenter aussi comment ça se passe à la ville de Roubaix qui est déjà plusieurs années active dans ce domaine et qui est aussi pilote de la Circular Cities and Regions Initiative. Donc, Monsieur Dalai, je vais arrêter à présenter et je vous donne la parole. Merci en tout cas pour cette introduction. Alors, petit aspect technique. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Ça se passe bien. Oui, Est-ce parfait. que vous m'entendez bien aussi? Est-ce que ça c'est Oui, aussi, très bien. parfait. Si ça marche. Parfait. Voilà. Déjà, tout d'abord, merci pour m'avoir convié à ce webinaire pour pouvoir échanger sur ce qu'on a fait et enfin montrer ce que la collectivité, la ville de Roubaix en l'occurrence, a fait. Du coup, voilà. Petit propos introductif. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la ville de Roubaix est une ville dans le nord de la France, vraiment à proximité de la frontière belge qui doit être à quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici, si c'est moins de 5 ou 6 kilomètres. Donc vraiment très proche de Moucron, c'est sur le versant nord-est de la métropole lilloise. Voilà, une fois qu'on l'a mis un peu sur la carte, ça permet un peu de, de voir où est-ce qu'on se situe. Alors, quelques chiffres un peu improductifs qui me permettent un peu peut-être d'introduire les aspects sociaux aussi de changement d'image qui ont été mis en avant lors de la présentation et qui apparemment sont quand même un aspect important pour les villes belges quand il s'agit de développer leur stratégie d'économie circulaire. Alors, quelques chiffres. Effectivement, Roubaix est une ville qui a un passé industriel assez fort. 35% de la laine peignée mondiale a été produite à Roubaix en 1911. C'est aussi une terre liée au textile, avec une forte empreinte textile, notamment avec de grands noms de l'industrie textile française. Et c'est aussi une ville qui atteint quasiment les 100 000 habitants, et la troisième des Hauts-de-France, tout en étant située au sein de la métropole lilloise. Mais c'est aussi une ville qui a des difficultés. Effectivement, il y a un taux de chômage qui est autour de 30%, notamment dû à la désindustrialisation, notamment celle de l'industrie textile, et aussi une multitude de friches industrielles. Alors pourquoi ces chiffres? Parce qu'en fait, après, je reviendrai un peu dessus sur comment nous, en tant que ville, on a pu se rapproprier ces friches industrielles qui, en fait, en réalité, sont un cadeau, on va dire, quand il s'agit de redévelopper de l'économie circulaire et des hubs d'entreprises vraiment au cœur du tissu urbain. Et aussi, le taux de chômage, effectivement, Roubaix a une image qui lui colle un peu à la peau de ville où il y a eu beaucoup de chômage. On a tendance à avoir plutôt le côté désindustrialisation, là où effectivement toute la démarche qui a été enclenchée maintenant, il y a 10 ans avec le zéro déchet, permet aussi un retournement d'image, où on a par exemple des entreprises qui maintenant veulent investir à Roubaix parce qu'elles savent que c'est
un terrain, par exemple, quand il s'agit d'économie circulaire, où elles seront écoutées, où elles seront accompagnées, dans lequel il y a déjà un écosystème qui s'est constitué. C'est pareil aussi un peu pour dézoomer de comment on en est arrivé à cet aspect économie circulaire avec vraiment un penchant très économique, qui est celui que moi je développe au quotidien dans mes activités. On a aussi une autre branche de la direction de transition écologique qui est plus axée famille zéro déchet. Donc c'est une autre approche complémentaire. Et c'est cette approche-là qui a permis notamment à la ville d'aller plus loin sur ces questions d'économie circulaire. Effectivement, en 2014, lors de la campagne municipale, la question des enjeux de propreté a été un gros sujet. Mais comme on est une commune, et en tout cas à l'échelon communal en France, la ville n'a pas la compétence de gestion des déchets. Mais par contre, on a la compétence évidemment de la propreté urbaine. Donc une réflexion s'est faite dans une des listes lors de l'élection de 2014 sur comment prendre comment répondre à cette solution de façon innovante et pas seulement, bah voilà, on va doubler le nombre de machines, on va plus nettoyer, parce que en fait, c'est un peu une fuite en avant qui peut, qui peut s'avérer coûteuse pour la collectivité. L'idée, c'est de dire, bah voilà, on a trop de déchets dans la ville, bah déjà, si on réduit le nombre de déchets. Alors, effectivement, on sait que les personnes qui jettent leurs déchets dans la ville ne sont pas les mêmes que ceux qui vont participer à des ateliers zéro déchet, mais déjà, ça permet de créer un narratif, ça permet de toucher aussi des publics qui sont peut-être un peu éloignés de cette question de la ressource et des déchets. Donc, en l'espace de 10 ans, on est maintenant à 900 familles zéro déchet sur le territoire de la commune de Roubaix, et avec un essaimage qui s'est fait un peu en tache d'huile sur les communes environnantes. Donc, on est à 25 communes qui sont dans le défi famille zéro déchet, dont Roubaix est un peu voilà, un des chefs de file, entre guillemets, qui collabore et qui échange avec beaucoup de ces villes-là sur la co-organisation d'événements, avec notamment la mise à disposition d'une plateforme sur tout ce qui est événements ou ateliers zéro déchet qui sont accessibles à toutes les familles qui se sont inscrites dans la dynamique et pour lequel, en fait, voilà, dans la grande majorité des cas, ces ateliers sont gratuits. L'idée aussi, notamment derrière cette stratégie zéro déchet, c'est aussi de recréer du lien social, de recréer de l'engagement citoyen et de travailler aussi à une meilleure façon de consommer. Donc on a un exemple, par exemple, d'un couple de Roubaisiens qui avait du mal à finir les fins de mois. Et du jour au lendemain, en travaillant sur le zéro déchet, maintenant ils ont réussi à se réapproprier leur consommation, à consommer seulement ce dont ils ont nécessaire, et plutôt d'avoir 15 bidons de produits pour nettoyer, ils en ont plus qu'un, du vinaigre, et ça s'arrête là. Et du coup, ça a permis notamment, pour certains foyers, d'avoir une économie jusqu'à 3 000 € par an sur leur foyer. Donc maintenant, c'est plus des gens qui se serrent la ceinture, mais c'est des gens qui peuvent du coup avoir des loisirs. Moi, je trouve par exemple très touchant une de ces familles qui m'expliquait que bah, grâce au zéro déchet, elle a trouvé un sens à son engagement citoyen, et puis elle peut amener sa petite fille le mercredi après-midi au cinéma. Donc derrière tout ça, après, il y a eu la question de relocalisation de commerce, avec certains commerces qui s'installent à Roubaix parce qu'il y a une thématique zéro déchet, et ils savent qu'il y a quand même une clientèle et un attrait de la collectivité, qui aura un soutien de la collectivité pour pouvoir développer leur projet de commerce zéro déchet, avec un label. Donc on a ces commerces-là qui répondent à une feuille de route, on va dire, et qui doivent respecter l'engagement voilà, de promouvoir le zéro déchet. Donc voilà, c'est un peu ce qui a été le ferment, on va dire, de l'économie circulaire à la ville de Roubaix. Et au début, c'est vrai que vous voyez que c'est très citoyen parce que les entreprises, en 2014, hein, faut se mettre dans le contexte, euh, quand mon élu à l'époque en a parlé aux entreprises, elles ne comprenaient pas pourquoi la collectivité s'intéressait à leurs déchets. Maintenant, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait, il y a eu l'invasion russe en Ukraine, il y a eu des conflits à travers le monde, et du coup, avec voilà, la question de la ressource se pose, mais en 2014, c'était un non-sujet. Le sujet, c'était la propreté urbaine. Du coup, bah voilà, bah, c'est la personne notamment qui est très connue. C'est vrai que je savais pas que j'avais des animations sur mon PowerPoint, mais c'est pas grave, on va continuer de cette personne-là qui notamment assez connue, qui s'appelle André, et qui notamment vous pouvez trouver des vidéos sur elle qui expliquent comment le zéro déchet a changé sa vie. Après, toute la question s'est élargie. Bah, une fois qu'on avait les citoyens,
à comment on peut sensibiliser les établissements scolaires. Donc, par exemple, il y a une semaine de sensibilisation pour tous les CP. Donc, en fait, c'est le premier niveau de l'école primaire en France, où ils reçoivent un kit zéro déchet et ils peuvent du coup, voilà, une sensibilisation sur la question du zéro déchet aux plus petits de la ville. La question aussi des pouvoirs publics. On se pose de plus en plus la question de l'exemplarité. Donc effectivement, il y a aussi un accueil qui est fait aux nouveaux agents sur la question du zéro déchet, une sensibilisation avec la signature d'une charte par les agents, tous les nouveaux agents qui arrivent à la ville. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais 99,9% de ceux qui arrivent à la ville le font. Donc c'est aussi voilà, un peu de créer une émulation, de s'appuyer aussi sur un réseau d'ambassadeurs pour changer les pratiques en interne à nos services, mais aussi voilà, pour faire que bah, nos achats publics soient plus circulaires, créer voilà, cette culture de la circularité au sein de la collectivité. Après, on a effectivement des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'appuient sur tout ce qui est fait sur citoyens et commerçants zéro déchet, qui vont développer eux-mêmes des activités liées à l'économie circulaire, car ils sentent qu'il y a un vrai attrait, en tout cas pour la collectivité, et des animations qui sont mises en place. Les commerces, j'en ai déjà parlé, effectivement, la question du label zéro déchet. Et maintenant, on va passer aux entreprises. Voilà. En fait, pourquoi on est arrivé des citoyens, pouvoirs publics, établissements scolaires, euh, etc., jusqu'aux entreprises. Donc là, ça a été une deuxième phase qui a été enclenchée plus tard, notamment avec le projet Upcycle Your Waste, qui, donc en 2019-2020, c'est grâce en fait à cette reconnaissance au niveau européen de tout ce qui a été fait en termes d'économie circulaire, on a été sollicité par la ville de La Haye aux Pays-Bas pour entrer dans ce projet Upcycle Your Waste. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi répondre à une demande qui commençait un peu à venir de certaines entreprises qui avaient vu qu'effectivement, bah, la question de l'économie circulaire pour les entreprises, ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, euh, pouvait avoir du sens pour elles. Et du coup, elles se sont dit, bah, si ça marche les citoyens, on voit qu'il y a 4 ans d'expérience, 5 ans, bon, bah, pourquoi pas qu'on aille plus loin dans la démarche. Donc, la ville de Roubaix a candidaté à ce projet Obstacle Your qui nous a permis de financer des postes. Donc, les fonds européens ont pour nous été très structurants, en tout cas dans le développement de cette démarche. Et il y a différents outils qui sont à notre disposition. Là, celui que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les after-work des entrepreneurs de l'économie circulaire. Donc là, c'est vraiment un moment qu'on essaie d'organiser tous les 2, 3 mois, sur lequel vraiment on va inviter les entreprises. Donc même pendant le Covid, vous pouvez voir, il y avait encore les masques à l'époque. Ça date de fin 2021, cette photo. C'était aussi pour montrer que voilà, c'est une démarche qui existe déjà depuis plusieurs années, ces after-work des entrepreneurs de l'économie circulaire. Et l'idée, voilà, c'est de faire échanger sous un peu un format très informel, les acteurs de l'économie circulaire sur leurs besoins, sur aussi leurs bonnes nouvelles. En fait, c'est un peu prendre la température de l'écosystème. Ce qui a permis notamment après de collecter de la donnée de notre côté, qu'on puisse après restituer dans un compte-rendu. Et aussi, lors de ces after-work des entrepreneurs de l'économie circulaire, c'est assez intéressant parce que les échanges fusent. Ça peut arriver très souvent que des acteurs, bah, voilà, ils mettent leur post-it, voilà, moi j'ai besoin de temps, et puis quelqu'un va le voir juste après au moment un peu plus convivial où il y a un petit verre qui est offert par la collectivité, où là du coup il y a des échanges et des synergies qui peuvent se créer. Donc ça c'est un des outils. Après, il y a eu un autre outil qui a été fait. Alors là, vous voyez mon ancien collègue et mon prédécesseur, parce qu'au tout début du projet, je n'étais pas là. Donc malheureusement, vous ne me verrez pas trop en photo. Sur ces supports. Donc, même si j'en ai fait quand même des inventaires d'entreprise, hein, je tiens à le souligner, je n'étais pas sur les photos, mais j'y ai participé. L'idée, c'est vraiment d'aller mettre sa tête dans les poubelles des entreprises et voir ce qu'elles ont. L'idée, c'était de sélectionner des gisements qui sont intéressants dans le sens où ils sont assez atypiques et innovants. Par exemple, apporter une solution révolutionnaire sur la gestion des cartons. Je pense que nous, quand on est collectivité, on avait assez peu de valeur ajoutée. Il y a déjà des filières qui existent, ils ont déjà des prestataires avec des tarifs négociés. OK. Par contre, on s'est rendu compte que sur certains gisements, bah, des fois, bah, soit ça allait directement au recyclage, alors que ça pouvait être réemployé, réutilisé
en amont, voire même recycler d'une meilleure façon, de façon plus locale. Là, c'est là qu'on a vraiment un intérêt à intervenir. Donc, il y a eu 75 audits d'entreprises qui ont été faits, donc avec voilà, une question qui était vraiment sur bah, les besoins euh, et aussi ce qu'elles ont. Voilà, l'idée, c'est aussi pour nous de savoir bah, déjà de pouvoir recréer déjà un peu une cartographie à l'échelle de la ville entre les besoins des acteurs, ce qu'elles ont dans leur stock. Mais aussi, c'est vrai que la question s'était un peu élargie à la question, par exemple, des machines qui peuvent être mutualisées ou de recherche de locaux. Voilà. On était allé un peu plus loin que l'approche matière, mais c'était quand même l'approche matière qui était quand même très prépondérante. Donc ça a été fait sur des entreprises de Roubaix, mais aussi un peu aux alentours. Certains acteurs, par exemple, bah voilà, voulaient vraiment prendre part à cette aventure et travailler avec avec des entreprises de Roubaix. Donc il y a eu aussi, ça a été un peu élargi aux Roubaisistes, je pourrais dire. Et du coup, ces audits d'entreprise ont permis d'alimenter une matériothèque. Donc là, vous pouvez scanner le QR code, ça vous amènera directement sur la matériothèque en ligne. Comme ça, vous aurez une vision un peu plus, comment dire, visuelle et bien mise en scène de façon digitale de ce qu'est la matériothèque. Donc l'idée, voilà, pour nous, en tout cas, ce qu'on a appelé une matériothèque, c'est vraiment à comprendre comme une bibliothèque de matériaux. C'est pas une ressource, ni une plateforme. L'idée, c'est que ça soit avec une mise en scène, un point ressource où les entreprises du territoire disent, ah bah tiens, moi, des chutes de papier de verre, ça m'intéresse. Bah, je vais voir à la matériothèque, j'ai vu qu'à la matériothèque en ligne, ils en avaient. Donc après, il y a un petit, vous pouvez le voir, fait à la main, un peu une petite description. Donc, comme ça, l'entreprise peut se dire, bah, tiens, effectivement, voici les gisements de l'entreprise, pourquoi ils ont été mis au rebut. Donc ça permet aussi à comprendre à la personne qui souhaite valoriser le gisement, bah, d'où ça vient et pourquoi c'est mis au rebut. C'est quand même une question essentielle. Et donc là, c'est des, des petites quantités, mais nous avons aussi à côté, en réserve, de plus grosses quantités. Ça fait que, par exemple, la personne qui veut faire des tests sur les mousses, sur du silicone, du PVC ou du chute de papier de verre, bah, on est capable de lui fournir un petit échantillonnage pour faire des tests, par exemple. Il y avait une question, des fois, pour ce qu'on appelle les appels à projets Upcycle Your Waste. On avait fait dans le cadre de l'Interreg des deux mers. On avait pu du coup donner quelques ouais, plusieurs ouais, feuilles de mouche, je ne sais pas comment le dire exactement, ce qui avait permis notamment aux valoriseurs de gisement de pouvoir faire des tests sur l'innocuité notamment de ces mousses pour notamment un autre usage qui était notamment à destination des enfants pour faire des kits d'apprentissage Montessori. Et cette matériothèque, elle est nourrie via les échanges qu'on a avec les entreprises, bien évidemment, lors d'appels beaucoup plus informels, lors des after-work et aussi lors des ateliers interentreprises que je présenterai après. Et voilà, nous y sommes. Les ateliers interentreprises. Quelle était l'idée? Donc là, c'est une démarche vraiment où on va mettre tous les acteurs autour de la table, on va un peu leur présenter comment ça fonctionne, pourquoi et comment on les a réunis autour de la table, et aussi euh, comment elles vont devoir échanger, comment elles vont devoir collaborer lors de ce moment. Donc ça permet un peu, avec les règles du jeu, on a eu plus de 40 entreprises qui ont participé à ces ateliers de synergie inter-entreprise, dans lequel, une fois qu'on leur avait expliqué les règles, on les mettait autour de différentes tables, par thématique au début, par secteur, mais après, voilà, les feuilles et les entreprises bougent et ils vont rencontrer d'autres acteurs. L'idée, c'est que des entreprises viennent avec euh, aussi des gisements, qu'elles aient une bonne idée de ce qu'elles ont aussi dans leur stock ou dans leur poubelle, et qu'elles puissent marquer sur une fiche, ben voilà, j'ai tant de cartons, j'ai tant de chutes de papier, j'ai tant de textiles, et qu'en face, il y ait d'autres acteurs aussi qui puissent dire, ben voilà, moi j'ai besoin de tant de cartons de chutes de textiles. Donc l'idée, voilà, c'est que chacun explique ses besoins, mais aussi ce dont il a. Les feuilles circulent, on fait aussi circuler les entreprises pour qu'elles changent de table. Après, il y a un moment beaucoup plus convivial où on prend un pot et on a une sorte de buffet à côté de la matériothèque. Donc ça permet aussi de valoriser la matériothèque et que les entreprises bah, qui n'ont pas la visiter tous les jours puissent voir comment elle a été mise à jour, et aussi prendre des échantillons et aussi la nourrir quand elles viennent à l'atelier avec leur propre gisement.
Et l'idée, c'est que ces 40 entreprises qui ont été réunies à plusieurs semaines d'écart, donc là c'était un exemple, c'était en juin 2022, et la deuxième session a eu lieu en septembre 2022. Et lors de la première session, vraiment, on fait circuler l'information, on va chercher les gisements, on fait échanger les entreprises. Et lors du deuxième événement, on a encore, bien sûr, c'était ce moment-là pour ceux qui n'ont pas pu venir au premier notamment. Et après, une façon vraiment de speed dating du déchet, où là, on va avoir les entreprises sur lesquelles on aura créé voilà, un calendrier de rencontres, un peu comme un tournoi de foot, on va dire, où là, elles vont concrétiser et se mettre d'accord sur la suite par rapport à la synergie qui aura été identifiée par nos services et on a jugé intéressant de leur présenter. Et dessus, bah, voilà, les entreprises ont 10 minutes et puis elles vont changer de table, hein, vraiment comme un speed dating. Elles vont pouvoir dire, bah voilà, effectivement, voilà ce que nous avons trouvé comme synergie, ça m'intéresse, on prend contact et puis on y va. Puis après, ça sera à nous plus tard de suivre comment ça avance et d'être vraiment dans une position de tiers de confiance et d'accompagnateur. Parce que oui, petite remarque, mais qui n'est pas des moindres, c'est que nous, en tant que commune, nous n'avons pas le pouvoir, on va dire, d'agir dans la vie privée économique des entreprises. Donc, on est vraiment plutôt un tiers de confiance, des acteurs qui mettent en relation, enfin, on met en relation les acteurs. On n'est pas là pour rentrer dans l'intimité des business models des entreprises une fois qu'elles ont échangé. Je sais que certaines ont des accords de dons. Bah voilà, écoute, moi, mes déchets, ils me gênent, donc de toute manière, si tu viens me les prendre, moi, ça me va très bien. Certains vont dire, bah, ok, je te les donne, mais la logistique, par contre, c'est toi qui t'en occupes. Et pour certains, il va y avoir, par exemple, un rachat du déchet à différents prix, et tant que ça convient aux deux parties, ça permet de développer la synergie. Après, voilà, un peu là, donc là j'expliquais, ça permet tout ce travail nous a permis de voir aussi quelle était la puissance de notre écosystème, quelles étaient les synergies. C'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus régulièrement possible. Par exemple, possible, un atelier comme ça, c'est quand même très prenant pour les entreprises, donc un par an, c'est déjà bien. L'idée, c'est un peu réactualiser et puis aussi relancer, voilà, ne pas laisser retomber la dynamique. En plus, entre-temps, on a les after-work. Donc ça fait qu'il n'y a jamais un moment où les entreprises ne sont pas sollicitées, enfin, ne sont pas du tout mis au courant de ce qui se passe pendant plus de 2 mois. Et voilà quelques exemples aussi de synergies que je trouve intéressantes. Là, comme je sais que je m'adresse à des communes, sur la partie droite de l'écran, voici un exemple aussi qui montre que l'économie circulaire, c'est pas forcément que pour les entreprises, ça peut être aussi pour le public. Ici, notamment, c'est des panneaux d'une entreprise de Roubaix, on voit le petit bibin de Michelin, qui sont réutilisés, réemployés par le centre technique municipal, qui a une consommation très importante, on va dire, de ce qu'on appelle ces panneaux dits bons Forex, et qui, du coup, bah voilà, ça permet de réutiliser ces supports. Là, c'était le carnaval en l'occurrence, ça peut être pour la sécurisation d'un immeuble menacé en ruine ou tout autre type d'intervention que le centre technique municipal fait. Là, quelques chiffres. Fin 2023, c'était une économie de 6 000 euros pour la ville, parce qu'on n'a pas dû acheter ces panneaux. Donc ça, c'est une boucle. Et voilà, 6 000 euros d'économie. Et pour l'entreprise qui détenait ces panneaux d'Ibon, eux, ça leur fait baisser la facture de 500 euros par an. C'est pas énorme, mais c'est quand même bien. Et du coup, ils ont pu se poser la question du recyclage. C'est les personnes du centre technique municipal qui viennent 3 fois par an, ils remplissent le fourgon et ça part du coup pour être réusiné dans les ateliers de la ville. Donc ça, c'est un exemple vraiment collectivité. On a la même chose avec les pots des serres municipales, par exemple. Une autre, voilà ce type un peu d'application qu'on peut trouver. Et là, sur la gauche, c'est vraiment une boucle d'économie circulaire qui est née grâce à ce qu'on appelait les appels à projets Upcycle Your Waste, qui était le nom du programme Intérêt qui nous a financé toute la démarche. Et l'idée, c'était de donner une aide financière à des entreprises qui avaient déjà une idée de synergie. Donc ça permettait de payer les premiers pas de la synergie à moindre coût pour les entreprises et après du coup de lancer la machine. Et une fois que c'est lancé, normalement, ça permet vraiment d'aller plus loin dans la collaboration entre les acteurs. Là, par exemple, on avait une teinturerie au sud de Roubaix qui a des cônes en plastique qui sont déjà payés par ses clients. Ça peut être des rebuts, par exemple, voilà, il y a une erreur légère ou c'est pas exactement la bonne couleur que voulaient les clients. Bah, des fois, la bobine entière, bah, elle part à la poubelle. Voilà.
Et des fois aussi, il peut y avoir des fins de bobines qui, voilà, il peut rester, je sais pas, 4 mètres. Et en fait, cette teinturerie était conscient que dans ces bennes, il y avait de la valeur, parce qu'il y a de la soie, il y a du polyester, il y a du coton, il y a de la laine, enfin voilà, il faut faire tous les matériaux textiles existants, mais ça donne un peu une idée. Et en même temps, c'est pas quelqu'un qui va dédier quelqu'un de son entreprise, un de ses salariés, pour pour débobiner les bobines et les rembobiner sur une autre. Donc, bah, là, le fait qu'on ait pu accompagner cet acteur, c'est que on les a mis en relation avec les trois tricoteurs qui disent, bah ouais, mais nous, ça nous intéresse en fait ces gisements de tissus, enfin de matière textile. Donc, les trois tricoteurs ont pu, en lien avec la teinturerie de la justice, récupérer les fins de bobines, les rembobiner via une machine spécifique qui a pu être financée dans le cadre de cet appel à projet, pour en fait recréer des bobines avec la même matière évidemment, mais avec des fils de différentes couleurs. Et du coup, ça permet de créer des produits uniques avec du coup des écharpes qui sont faits en fait avec ces rebuts de fils, mais qui en fait sont tout à fait techniquement viables, on va dire, il y a pas de sujet. Et les cônes en plastique à la fin, bon voilà, c'est peut-être la touche un peu plus personnelle, mais moi par exemple, je fournis à mes amis dans mon club de sport de combat les fins de bobines pour faire des séchoirs de gants de boxe. Et aussi une partie des cônes en plastique, enfin la grande partie des cônes en plastique va par exemple à la Condition Plastique, qui est un Fab Lab dans lequel ils vont refaire du recyclage euh, local en reconcassant, on va dire, le cône en plastique pour pouvoir refaire notamment des bordures de fenêtres. Et des fois, quand il reste un tout petit peu de fil, la Condition Plastique va même donner ces surplus de fil à un autre acteur. Donc là, l'idée en fait de cette boucle que je trouve assez intéressante, ça partir d'un gisement voilà, qui ne semblait pas non plus délirant. On arrive à avoir du réemploi de fils, la réutilisation des cônes, même s'ils sont en modeste quantité, en ces genres de camp de boxe, on dit qu'il y a quelques kilos par an, c'est pas énorme par rapport au gisement de la teinturerie, mais ça montre un peu l'utilisation qu'on peut avoir d'un objet et comment on peut le détourner pour trouver une autre utilisation. On arrive aussi à du recyclage sur la condition plastique. Donc voilà comment, à partir d'un gisement, on arrive à avoir 5 acteurs qui sont autour de la table. Après aussi, là, on va dézoomer la question un peu de l'économie circulaire à Roubaix, qui se fait aussi par la question bâtimentaire. On a ce qu'on appelle des lieux totems, donc c'est un peu des lieux emblématiques de l'économie circulaire. Là, je vous en présente un, c'est le couvent des Clarisses, qui est un ancien monastère qui a été désacralisé et qui est inscrit au monument historique, et dans lequel voilà, le coût de rénovation était trop élevé, donc la collectivité a mis en place un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est Saison Zéro, notamment, qui a pris les photos, là, ici on le voit en bas, qui a travaillé, qui a été en fait mandaté dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt à réactiver et rénover de façon frugale ce couvent. Et en fait, en vivant dedans, donc ils vivent dedans, il n'y a pas de chauffage. Et en fait, voilà comment on peut rénover du patrimoine petit à petit en le réactivant, à voir comment fonctionne le bâtiment et lui trouver de nouveaux usages. Donc là, c'est vraiment quand même un lieu de sensibilisation. Tout à l'heure, on parlera de Tissel, qui est vraiment plutôt un lieu de production. Mais voilà, par exemple, quelques exemples de ce qu'ils ont pu faire. Donc là, il y a même une auberge, un réservable sur Airbnb. Si vous souhaitez passer une nuit dans un couvent à Roubaix, c'est possible. Ils nous ont fait pas mal de travail sur la question voilà, de la sobriété, de comment on peut rénover un bâtiment, apporter plus de confort, comment on peut faire une boîte dans la boîte, comment on peut réchauffer les corps plutôt que réchauffer des espaces, et comment on peut, sous un angle de low-tech et de sobriété et d'économie circulaire, réactiver et recréer des usages pour ces lieux. Et ça, c'est par exemple l'expérimentation qui a été faite par Saison Zéro et par le collectif ZERM, qui est le collectif d'architectes qui a candidaté, est reconnu en tout cas par l'ADEME et en France, et par le CNRS qui va financer notamment une thèse à ce sujet, si je ne dis pas de bêtises, pour voir, pour capitaliser sur tout ce qui a été fait dans ce site. Et après, on a un autre lieu qui, là, par contre, est un tiers-lieu productif. Donc l'idée, c'était une ancienne usine textile basée à Roubaix, évidemment, qui a été quittée, on va dire, par son ancien propriétaire. Et la ville a sauté sur l'occasion de racheter ce bâtiment
pour pouvoir implanter des entreprises de l'écosystème qui avaient un intérêt, qui se connaissaient déjà souvent, et pour leur trouver un lieu dans lequel elles puissent vraiment déployer leur savoir-faire et aussi déployer leur modèle d'entreprise circulaire. On sait aussi, donc là, les trois tricoteurs, c'est du textile. On a Recycle-moi qui répare des vélos et des fois, bah, les vélos, quand ils sont utilisés, ils finissent à La Vie est Belle qui fait des ceintures en pneus de vélo. Et on a par exemple Joint fait le lin qui fait des collaborations avec les trois tricoteurs et qui est plutôt sur l'éco-conception et sur lequel ils vont travailler de façon circulaire et du coup en pollinisation croisée, comme on dit. J'ai entendu ce terme entre les acteurs et Dagoma 3D, qui a une ferme d'imprimantes 3D qui bah, notamment a créé des pièces sur mesure pour La Vie est Belle, pour Recycle-moi et pour les trois tricoteurs pour améliorer et optimiser leurs machines. C'est des choses qui existent de façon locale. Et le parpaing, qui est en fait une émanation de Saison Zéro et de Zerme au couvent des Clarisses, mais là sous sa forme vraiment plutôt commerciale avec une recyclerie, non, une ressourcerie plateforme de réemploi de matériaux du bâtiment. Et sur lequel, effectivement, on a aussi le CFA, donc le Centre de formation des apprentis Hauts-de-France, donc une annexe de l'antenne de Roubaix, annexe qui fait quand même plusieurs milliers de mètres carrés, mais annexe pour eux, où l'idée vraiment, là, c'est, donc ils ont pu participer à la rénovation frugale du lieu avec des peintures qui ont été faites par les apprentis, et aussi de les mettre au contact d'entrepreneurs, et aussi de voir comment ces métiers vont changer, parce que ces personnes-là qui font de la pose de sol, qui font l'innovation, qui font de l'isolation, qui font de la peinture, bah, tous ces aspects du bâtiment, il y a une grosse transformation qui s'opère. Et bah, c'est comment les sensibiliser, puis aller plus loin en les formant, en les faisant voilà, baigner dans cet environnement circulaire pour que ça déteigne sur nos futures têtes blondes, en tout cas qui travailleront sur la mise en place concrète de solutions circulaires sur les bâtiments. Et puis tout un espace, voilà, un peu plus de séminaire, où là, l'idée, c'est d'accueillir des entreprises qui veulent faire notamment bah, voilà, des sensibilisations dans le cadre d'un séminaire d'entreprise à l'économie circulaire, où là, bah, c'est euh, les manufactures du sel, donc l'association qui gère le site, mais qui travaille en étroite collaboration avec la ville qui est le propriétaire du bâtiment, pour voilà, aussi sensibiliser, faire rentrer aussi d'autres types de revenus autre que la location d'espace par les locataires du site, et de faire rayonner le lieu sur Roubaix et au-delà. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une visite de presse, un voyage de presse à la ville de Roubaix avec plusieurs médias nationaux qui sont venus visiter ce lieu. Donc voilà, un peu pour lui donner une sorte de, de posture d'incubateur et de lieu totem de l'économie circulaire à l'échelle locale et on l'espère au-delà. Et il y a même un escape game qui est organisé sur des thématiques de l'économie circulaire. Voilà, toujours aussi dans le cadre des séminaires d'entreprise. Aussi dans le cadre de ce bâtiment, on est aidé par la Definite CCRE, qui en fait, c'est un accompagnement dans le cadre de la Circular Cities and Region Initiative, qui nous a aidé à travailler notamment sur bah, nous faire poser les bonnes questions sur la gouvernance du site, sur comment on peut aller plus loin en termes de financement, sur comment on peut attirer des investisseurs privés sur ce type de projet, de démontrer l'impact aussi sur le quartier, sur voilà, comment travailler, optimiser les boucles. Donc on a tout ça qui s'est mis en place. Euh, et voilà un peu, de façon un peu plus, parce que je vois que je suis beaucoup trop bavard, sur un peu la répartition des rôles au sein de ce lieu avec une association gestionnaire et la ville de Roubaix qui travaille plutôt sur la question de la maintenance et des travaux et du développement du business model. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre partage d'expérience. C'était très chouette d'avoir toutes les initiatives qui se passent à Roubaix. Je pense qu'il y a beaucoup des choses qui peuvent aussi être faites ici, chez nous. Donc, j'avais vu qu'il y avait quelques questions dans la conversation. Pour la première question sur les formulations de les PST, je n'ai pas directement une liste de formulations, mais par exemple, c'est
soutenir un Repair Café dans tous les quartiers ou d'avoir une voiture à partager dans des quartiers, par exemple, ou adopter des critères d'économie circulaire aussi dans le marché public de la commune. Donc des choses comme ça. J'ai quand même un grand liste de toutes les références d'économie circulaire dans une centaine de plans climat. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer les références là. Et après, il y a quelques questions pour vous, Monsieur Delay. Je sais pas si vous avez vu Oui, les alors questions. dans quel programme s'inscrit le projet Upcycle Your Waste? Alors ça, je l'ai précisé mais peut-être après. C'est dans le cadre d'un Interreg, donc l'Interreg des deux mers qui n'existe plus. Effectivement, il y a des appels à projets réguliers, hein, allant dans ce sens. Ça devient vraiment une thématique très importante pour les fonds Interreg où bah, l'économie circulaire est on va dire, une thématique à part entière. Et en plus de ça, bah, voilà, même si on fait un projet sur la culture et qu'il y a l'économie circulaire, c'est quand même c'est toujours mis en avant, on va dire, c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous-mêmes, nous fonctionnons pas mal avec des fonds Interreg et si vous avez une idée de projet sur de l'écologie industrielle et territoriale, ça sera avec grand plaisir que nous étudierons la proposition. En tout cas, nous, on travaille déjà avec pas mal de villes en Belgique et c'est toujours un grand plaisir d'échanger sur la question de développement de projets en économie circulaire. Et pour la deuxième question, est-ce que ce sont des entrepreneurs basés uniquement à Roubaix? Donc ça devait être sur la partie donc 10h31, donc effectivement, ça va être avant la partie sur Ticel. Alors oui, on a des entreprises en très grande majorité roubaisiennes, mais on a aussi des entreprises qui sont à Tourcoing, à Mouveau ou à Trollo, par exemple, donc vraiment les communes limitrophes, qui aussi ont pu être auditées parce qu'elles avaient vraiment un intérêt pour la question, en sachant bah, qu'elles vont travailler avec des gisements roubaisiens et des entreprises roubaisiennes, donc c'est pour ça qu'elles ont été intégrées dans ce pool d'entreprises. Et après, pour les entrepreneurs basés à Ticel, donc le bâtiment dont je parle à la fin, c'est des entreprises qui des fois avaient des problèmes pour trouver des bâtiments sur Roubaix, qui voulaient rester à Roubaix. Et du coup, bah, le fait que la ville achète ce bâtiment de 11 000 m² et permette à ce que les entreprises rentrent pour en faire voilà, un hub d'entreprises circulaires a permis de répondre à leurs attentes, on va dire, en termes de trouver de l'immobilier, surtout dans un bâtiment qui avait encore des caractéristiques industrielles, donc a permis une implantation assez rapide avec la possibilité de faire du stockage, ce genre de choses qui n'est pas forcément tout le temps évident à trouver en plein centre-ville d'une ville. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, de toute façon pas dans le chat, mais s'il y a quelqu'un qui a encore une question, c'est le moment. J'avais pas vu la question d'avant sur ces 3 000 € d'augmentation de pouvoir d'achat en se serrant la ceinture. Oui, alors non. L'idée, c'est que, au contraire, ces familles-là, par des astuces et un mode de vie zéro déchet, elles ne changent rien à leur vie et elles dégagent du pouvoir d'achat. Par exemple, effectivement, là, l'exemple d'André, c'est quelqu'un qui avait énormément de produits pour l'entretien ménager. La moitié était plein, ça coûte cher, alors qu'en fait, avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, on peut déjà répondre à 90% de nos besoins en termes de nettoyage, largement. Aussi, c'est quelqu'un qui, du coup, s'est mis à composter, par exemple, ses déchets, du coup, a pu créer des terreaux, et du coup, maintenant, a un petit jardin sur son balcon. Donc, effectivement, il y a plein de choses comme ça. Ça va même assez loin. André, si je ne dis pas de bêtises, je crois que son volume de déchets trimestriel, c'est l'équivalent d'un sac de croquettes de chat. Voilà. Parce que son chat a des besoins spécifiques, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on ne peut pas prendre en vrac dans un commerce parce que sa marque n'existe pas. Voilà. Bref. Tout propriétaire de chat comprendra des fois la problématique. Et effectivement, ça va aussi très loin avec la réutilisation de sacs à patates pour en faire des éponges. Donc, ça a permis, voilà, aussi de ne pas avoir des fois un peu ce qui peut être un peu le biais quand on va dans certains magasins, c'est que tout semble pas cher, du coup on en achète beaucoup, et du coup à la fin on se retrouve avec en fait plein de choses qu'on a mis beaucoup d'argent dans des stocks qu'on n'utilise pas. Aussi, ça permet d'être au plus juste sur la question alimentaire. Par exemple, dans tous ces ateliers zéro déchet, il y a encore comment cuisiner des restes, comment cuisiner des épluchures. Donc, il y a aussi cette question-là aussi pour un moindre gaspillage.
Et on se rend compte que bah, l'économie circulaire, qui est souvent vue comme, je vais dire les mots, hein, comme un sujet de classe moyenne, supérieure, ou même des hautes classes, des CSP+, comme étant un peu un luxe, un privilégié de personnes qui veulent se donner bonne conscience. Bah là, non, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de gens dans des défis famille zéro déchet qui, notamment, bah, ça leur a permis de dégager enfin, un reste à vivre plus conséquent que quand elle fonctionnait comme de façon plus classique, on va dire. Et ça a créé des vocations aussi. Par exemple, dans le cadre d'une famille zéro déchet, on avait une personne qui travaillait dans une entreprise liée au textile, je ne vais pas dire le nom, et qui en fait, grâce à cet engagement citoyen par le zéro déchet, euh, bah, a posé sa démission et elle a créé la première entreprise de nettoyage de bouteilles et de bocaux à l'échelle de la métropole lilloise. Donc c'est haut la consigne, voilà. Bon, le site n'est pas à Roubaix, ils voulaient s'installer à Roubaix, mais il n'y a pas de place pour eux malheureusement, mais c'est toujours avec grand plaisir qu'on les accueille lors de nos événements, bien évidemment. Et du coup, voilà, ça a été quelqu'un qui a eu un changement dans sa vie grâce à cette démarche. Ok, voilà, donc je pense qu'il y a pas d'autres questions. Donc, il me reste de vous remercier à vous, Monsieur Delahaye, pour votre présentation, aussi pour les autres, pour venir, pour joindre le webinaire. Donc, le rapport est déjà disponible, donc il y a à nouveau le lien dans le chat. Et je pense que aussi les slides et même l'enregistrement sera accessible bientôt. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine.